Bonjour à tous, bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va s'intéresser principalement au contexte macro actuel. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a après-demain un meeting de la Fed et je pense qu'on aura de la volatilité à partir de ce soir, voire enfin ce soir ou demain. Donc du coup, j'aime autant être un petit peu en avance par rapport à ça pour vous expliquer un petit peu le contexte. On passe en partage d'écran, j'en profite pour dire à ceux dont ce type de contenu peut plaire de surtout pas hésiter, bien entendu, à s'abonner, activer la cloche des notifications, etc. Tout le soin de soin, mettre un like, voilà, comme d'habitude. Ici, vous voyez qu'on est toujours dans ce triangle ascendant. Figure, on va dire, qui est somme toute plutôt bearish, mais qui a eu des probabilités quasiment équiprobables, en tout cas sur Bitcoin, c'est souvent le cas. Ici, vous comprendrez aussi que la psychologie de cette figure, c'est qu'on a une résistance horizontale ici qu'on n'arrive pas à passer, et un range qui finalement se augmente petit à petit vers le haut, donc une forte volonté d'achat. Donc la question c'est, est-ce qu'on prend cette oblique là ou alors est-ce qu'on se fait rejeter par cette horizontale là? Ici vous voyez aussi qu'on a la ligne de tendance là, c'est cette ligne là que j'ai reportée du coup du mouvement précédent, du dernier mouvement précédent à la baisse, et qu'on est encore en train de jouer avec là en ce moment. Donc du coup ça me paraît plutôt pertinent de la garder. Si jamais on cassait ce triangle vers le haut, la target c'est une balance, c'est-à-dire que vous prenez l'amplitude totale de la figure et que vous venez la reporter au point de cassure éventuel. Ici en l'occurrence, par exemple, admettons que ça se fasse assez rapidement, ça nous donnerait une target autour de 38 500 $, et ça coïnciderait pas mal avec cette résistance dorénavant qu'on aurait et qui pourrait potentiellement avoir du mal à passer, ou en tout cas on pourrait potentiellement latéraliser un petit peu sur cette zone. Excusez-moi. Donc du coup, voilà un petit peu pour l'analyse technique, on va dire vite fait. On va aujourd'hui s'intéresser à la bourse américaine en grande partie. Et pourquoi la bourse américaine et pourquoi je parle souvent des États-Unis sur ce channel, etc. Tout simplement parce que les États-Unis représentent tout simplement la moitié de la valeur de tout ce qui se passe dans le monde. Je vais vous montrer sur ce graphique. Il représente 4% de la population, et en termes de valeur sur le equity market, donc le marché, on va dire, des actions, tout simplement, enfin les marchés traditionnels, ils représentent l'Amérique du Nord représentant quasiment la moitié de la valeur totale. Vous voyez qu'ici la France, on est là, nous, et puis tout ce qui est Europe finalement représente un petit 10 ou 12%. C'est pour ça que je vous parle pas nécessairement du meeting par exemple de la BCE qui va avoir lieu demain. Je vous parle pas nécessairement de ces choses-là parce que ça n'impacte pas Bitcoin, ou en tout cas très peu. Donc ça c'est important de le comprendre. Ici le Dow Jones, donc les valeurs plutôt traditionnelles, qui nous fait potentiellement un triangle de continuation. On pourrait aussi voir un bull flag si on élimine cette mèche là notamment, voilà une correction parallèle descendante, voilà, donc ça c'est plutôt haussier pour la suite. Ici le Nasdaq qui nous fait aussi une figure relativement parallèle, et on est toujours dans ce biseau, donc on pourrait ici venir tâter un petit peu du 169 points en termes de target. Notre dollar ici qui a breaké son triangle lui, et qui pour le coup est potentiellement en train de bien performer. Et ici aujourd'hui une journée plutôt moyenne sur le S&P 500 qui voilà n'augure pas forcément de quelque chose de très très bon. Bon, encore que si on regarde vraiment en plus petite time frame, on a des choses intéressantes, notamment sur le... Alors sur le RSI, non, on a plutôt un RSI qui descend, donc une amplitude, une force en termes de mouvement qui est plutôt descendante. Vous voyez que le prix descend aussi, donc on ne peut pas vraiment parler ici de divergence. Là, on a légèrement le prix qui descend, mais le RSI qui monte, donc peut-être une divergence baissière cachée. En termes de momentum, vous voyez qu'on a ici un mouvement de vente, d'achat, pardon, qui était plus fort ici que celui-là. Donc les
les acheteurs perdent un peu de souffle hein, sur le S&P et les vendeurs également. Donc on a une contraction du momentum qui veut dire bientôt on aura un mouvement violent. Ici on avait sur le Cypher une divergence baissière, vous la voyez là ici elle est doublée et on a l'argent qui recommençait à rentrer sur le projet. Là vous voyez qu'on est en 1 heure, hein, donc on est vraiment sur des time frames très petites et là qui commence à en sortir ici pour la fin de journée. En daily sur le Cypher on est plutôt sur un moment où en fait on a en soi plutôt une divergence haussière ici et on est plutôt sur un moment où l'argent recommence à rentrer sur le projet. Néanmoins le stochastique vous le voyez ici est très haut, donc ça appelle à potentiellement une petite correction pour mieux potentiellement repartir. Toujours en daily vous voyez qu'on est sur donc également une sorte de contraction de momentum ou plutôt disons voilà ici on fait un double sommet sur le momentum et puis là on a cette phase où on avait des mouvements de plus en plus violents et qui finalement ces mouvements de vente se calment de plus en plus, donc les acheteurs ici ont besoin de faire une pause. On va maintenant aller sur le sentiment. On va pas faire trop de news aujourd'hui, on va essayer de faire une vidéo relativement courte. J'ai pas mal de charts à vous montrer aussi, donc du coup on va faire les deux. Ici beaucoup d'ordres qui se sont insérés je trouve à la vente par rapport à hier en tout cas, et pas mal d'ordres également à l'achat, donc ça traduit vraiment une dynamique de range, c'est-à-dire que vous avez des gens qui pensent que ici on va arriver en haut du range, donc ils veulent en profiter pour vendre, dropper une partie de leur Bitcoin, donc ça va être des gens qui vont penser qu'on peut aller plus bas. Ici on voit un ordre à 1600 Bitcoin à 31 423 $, donc juste en dessous du précédent enfin du précédent sommet, donc ça c'est probablement un trade. Ici, les options, rien de nouveau pour vendredi. On serait censé clôturer autour des 30 000 $, donc ça n'appelle pas à des très gros mouvements, encore que je pense qu'on aura à mon avis des mouvements dans les deux sens d'ici après-demain, donc vendredi. Ici, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde donc du coup Coinalyze, donc les shorteurs et longueurs en levier. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo? Et ben pas grand-chose. Je pense que j'ai mis à jour d'ailleurs depuis. On a fait une vidéo hier, 7 juin, 8 juin. Oui, pas grand-chose. Donc là, du coup, qu'est-ce qu'on a eu? Ben, on a eu un fort mouvement de short ici. Je vous avais expliqué, je crois hier, quand on était à peu près par ici, que souvent on allait chercher 5% au-dessus du moment où on avait été fortement shorté, donc du coup chercher tous les leviers x20 hein, à minima assez rapidement, et c'est un petit peu ce qu'on a fait. Ensuite finalement en fait ici on avait un premier bar Simpson et là on a un bar Simpson inversé. Si je vous montre pour rigoler ce genre de chart, voilà c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on a fait cette coupe en brosse et puis on redescend, donc c'est le deuxième, on fait là exactement la même chose dans l'autre sens, ça nous fait une jolie structure en U et donc du coup retour de l'open interest quand même ici sur du long, donc là on avait un niveau de long à prendre ici, vous le voyez, l'open interest qui augmente fortement jusque là, vous voyez qu'on est assez rapidement venu le nettoyer avec cette forte mèche là, et puis ensuite on est reparti ici à nouveau en long, pas tellement de short, si je zoome même il n'y a pas de trou dans l'open interest ici, et depuis là on a déleveragé, ici même très peu d'intérêt je trouve, en tout cas sur ce petit rebond, donc ça c'est plutôt pas mal. Et on est revenu au niveau d'open interest auquel on était finalement en bas du bar Simpson, alors que vous le comprendrez ici le prix est plus haut, ce qui est relativement intéressant, tout simplement parce que ça veut dire que l'open interest suit un peu moins le prix, donc on a accumulé sur ce mouvement du shorter au-dessus. On pourrait aussi avoir accumulé en fait nécessairement les deux, un petit peu de longueur aussi. Ici vous voyez qu'on avait un niveau de short relativement important hein, puisque le funding change totalement. Niveau de short relativement important ici qui a été nettoyé dernièrement. Donc moi je rajouterai pas forcément de barre ici, peut-être légèrement sur ce niveau ici de long là, c'est-à-dire à peu près par ici. Donc on a peut-être un niveau de long à prendre à l'instant T directement ici sous le prix, mais voilà c'était une journée plutôt calme en termes de, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de FOMO non plus sur à quel point ce mouvement là a été longué. Vous voyez que par exemple ici on avait eu
une légère FOMO quand même, un retour d'intérêt ici et pas mal de longueur en levier qui étaient rentrées. Et finalement, à niveau équivalent de prix, la deuxième fois qu'on a fait ça, on en a eu quasiment que la moitié de ces gens-là qui sont venus rentrer sur ce mouvement-là. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose si on commence un petit peu à se libérer de ce boulet qu'est les longueurs en levier sur ce type de mouvement. Là, vous voyez qu'on prend tout le monde dans les deux sens, hein, c'est le principe d'un Bart Simpson, c'est-à-dire que on monte, on accumule du long en dessous, on latéralise un petit peu pour prendre du short, tout le monde rentre un petit peu sur le mouvement de short de la descente. Là, on vient ici clôturer tous les longs et en même temps tous les autres longs qui sont en train d'attraper ce couteau qui tombe. Finalement, on a créé une poche de liquidité ici autour des 29 000. On fait ce Bart Simpson dans l'autre sens. Et là, on fait exactement le même mouvement, mais dans l'autre sens. Pour l'instant, on a du coup ici accumulé à la fois du shorter et du longueur sur cette histoire. Pour l'instant, plus de shorter en delta. C'est-à-dire que sur les 5 derniers jours, on a 2 milliards d'open interest de plus au niveau des shorters. Donc ça voudrait dire potentiellement venir chercher assez rapidement les 32 500. Quand on regarde sur Kingfisher, on voit pas vraiment cette poche au 32 500, pas plus que ça. Voilà, c'est pas déconnant sur Kingfisher, elle est pas matérialisée très haute. On a plutôt ici des grosses poches de liquidité à potentiellement venir prendre en dessous. Peut-être plutôt vous zoomer comme ça, voilà, à potentiellement venir prendre en dessous, ou en tout cas à minima à venir chercher ici autour des 44 000 $, mais rien de bien folichon entre, on va dire, le point où on est et les 37 500 $. Donc du coup, c'est ça qui nous empêche de traverser toute cette zone. Il y a un manque de liquidation à prendre dans cette zone-là. Oui, je voulais donc vous montrer là-dessus des charts. Je pense que voilà, en termes de news, après, bon, vous avez un espèce de petit FUD sur Binance en ce moment, c'est-à-dire le BNB qui potentiellement pourrait être attaqué comme XRP par la SEC. Bon, sincèrement, j'y crois pas énormément, mais c'est vraiment quelque chose qui est toujours possible. Hein. On a été habitué à pire. En l'occurrence aussi, vous avez pas mal de FUD en ce moment sur Binance avec un article qui est sorti sur Reuters qui dit que globalement, en gros, Binance serait, Binance serait un moyen de blanchir de l'argent depuis 2017, voilà, article très mal fait et très mal argumenté, puisque c'est des choses qui datent vraiment d'il y a longtemps, et puis voilà, en gros, un petit peu. On pourrait aller voir ici le Dixie, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs, je pense. Ici, pas grand-chose, un petit peu de news sur Solana, qui injecte de l'argent sur des projets en Corée du Sud, et notamment Solana, quelque chose d'intéressant à voir, c'est que Solana est le projet qui a le plus de développeurs qui travaillent dessus de toutes les blockchains sur les 12 derniers mois. Donc ça, c'est très intéressant. Solana qui a énormément d'activités sur le projet en ce moment. Et donc du coup, voilà, je voulais vous en parler aussi. Moi, personnellement, je suis très bull sur Solana. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas ce projet parce qu'il a tendance à cracher. D'ailleurs, les Américains font une blague qui est de dire que Solana is laying down more than your girlfriend. Ça veut dire en gros que Solana s'allonge plus que ta copine. Donc voilà, bon bah moi personnellement je trouve que c'est un projet sur lequel il y a beaucoup de fonds. Je trouve que c'est un projet qui attire. Je trouve que tout ce qui est lancé dessus fonctionne pas trop mal, à part ces crashs. Bon, il y en a 8 dans l'année certes, oui, mais je suis plutôt boule dessus, donc personnellement je suis plutôt sur la recharge là en ce moment, et comme je vous l'avais dit également, c'est également le cas sur Cardano. Voilà, c'est des grosses capes, mais il faut en avoir un petit peu au cas où ces trucs là deviennent voilà. Et vous pouvez aller voir sur, de toute façon, tout ce qui est DeFi Llama, au niveau des chains, voilà, vous pouvez aller voir là ici ce qui fonctionne. Hein. Par exemple, là, on voit que Tron, avec le lancement de son stablecoin algorithmique, etc., a fait plus 30% en un mois sur la total value locked. Voilà, enfin, vous avez tous les comment dire, tous les indicateurs pour vous dire que voilà, Solana est 5e, il y a pas mal de value sur Solana. Vous pouvez dire aussi que, Cardano est relativement surévalué puisqu'il est beaucoup plus bas, il est 25e alors qu'en market cap, il est beaucoup plus haut. Mais on voit qu'en ce moment, il y a un petit peu de hype sur Cardano, tout simplement parce que il y a quand même des projets qui sortent dessus. Hier, je me suis baladé un petit peu, je regardais un petit peu, voilà, je suis allé voir qu'est-ce que c'était ce mixin.
Qu'est-ce que c'était par exemple, qu'est-ce qui se passait sur, je sais plus, c'est un projet qui a fait, BNB non, mais c'est un projet qui a fait énormément de value dernièrement que je regardais. C'était quoi? C'était pas ça, je vais vous le retrouver. Alors oui, je suis allé voir le Palm et je suis allé voir un autre truc aussi, le Cube, mais c'était sur une autre monnaie. Enfin voilà, je suis moi voilà pas mal la TVL, etc. Ce qui se passe vraiment dans la DeFi autour de quelle est la valeur qui est de toute façon stockée sur toutes les blockchains. C'est pas le but de cette vidéo. On passe maintenant du coup ici vous sur DeFi Lama en tout cas vous avez pas mal d'infos là-dessus et ça je vous l'avais déjà montré. Sur MarketWatch rien de spécial. Bon on parle de la Fed encore de ce genre de choses. Ici, calendrier économique, donc ce sera vendredi à 14h30 chez nous, où on aura le CPI, donc l'inflation. On aura le CPI d'une année sur l'autre, on aura le CPI du mois de mai, on aura le CPI également, on aura toutes les infos là-dessus. Sur bitcoin.com et Coindesk, rien de spécial à venir. Sur Wall Street Journal non plus, sincèrement. 2-3 petites charts à vous montrer ensuite. Alors, on m'a demandé déjà, on m'a demandé mon sentiment un peu sur ETH, etc. Puisqu'en ce moment, ETH se prend quand même des bonnes petites baffes. Pour moi, j'étais beaucoup avant axé sur le fait de me dire que ça allait monter avant The Merge. Ça allait être et qu'il allait y avoir un sell-off au moment du passage en proof of stake. Donc à ce moment-là, j'aurais été prêt à me débarrasser d'une partie de mes ETH. Visiblement, c'est pas trop le cas parce que The Merge elle est décalée et donc du coup, il n'y a pas cette hype. En fait, cette hype, c'est comme quand vous criez au loup 25 fois de suite. Oui, on va faire The Merge en août, on va la faire en juin, on va la faire. À force, les gens sont un peu fatigués et ça marche plus tellement. Donc du coup, voilà, il faut savoir qu'en ce moment, il y a quand même une bombe de difficulté qui est en train d'exploser sur Ethereum. Donc ça veut dire que le système est de plus en plus lent parce qu'il est de plus en plus sollicité et que donc du coup le passage au proof of stake devient vraiment un enjeu important. Ce qu'il faut voir aussi c'est que ETH devient réellement une structure de stockage de valeur, j'ai envie de dire ici, étant une grosse cap. Et là vous voyez ces deux charts qui sont la stablecoin, les stablecoins plus BTC plus ETH contre juste BTC et ETH, et vous voyez que cette charte qu'on pourrait appeler on s'envole vers la sécurité, c'est-à-dire on construit des portefeuilles ici de bear market avec plutôt des grosses capes dedans qui devraient normalement assez peu corriger. Vous voyez qu'elle est aussi autant favorable à Ethereum ici qu'on a rajouté dans la charte que à juste Bitcoin plus stablecoin. Donc ça, ce qu'on appellerait vraiment mettez-vous à l'abri, c'est vraiment la charte du mettez-vous à l'abri, c'est-à-dire depuis mai 2021 on a vraiment et ici vous le comprenez depuis janvier 2022, donc ce point-là où on est ici, janvier 2022, moment où on est quand même sur une forte correction du 4 décembre notamment, etc. Là on est en train de revenir vers les grosses caps et les stablecoins, ce qui est relativement normal, bien entendu. Donc moi je suis assez bull sur ETH par rapport à ça, tout simplement par rapport au contexte. Ici une autre charte que je vous présente aussi par rapport à ETH, puisque ça m'a été demandé sur le Discord, quelles peuvent être les conséquences de The Merge en fait réellement, qu'est-ce qui peut réellement se passer. Ici c'est une théorie qui dit qu'en fait comment dire, vous avez ici les miners qui récupèrent un pourcentage tout simplement des frais de transaction, et ça crée une pression à la vente tout simplement. Cette pression à la vente qui aujourd'hui on peut estimer de 10 millions par jour, de 6 millions par jour ici en ce moment. Cette pression à la vente qui est en proof of work serait en fait une pression à l'achat, serait remplacée par une pression à l'achat si jamais on passe en proof of stake. Tout simplement, ici vous voyez que ça avance dans le temps, c'est-à-dire que au plus on avance dans le temps, au plus ces chiffres sont importants. Au moment de The Merge ici, on pourrait estimer que 10 millions de dollars de pression vendeuse seraient remplacés par 8 millions de dollars par jour de pression acheteuse. Donc non seulement Ethereum est déflationniste, mais en plus au moment où on passera en proof of stake, en théorie, on aura cette espèce d'effet qui se coule, qui se mettra en place et qui en plus, mettra en place une montée du prix relativement naturelle. Ça, je vous l'ai déjà montré, ça aussi. Ici,
Alors oui, on va repartir un petit peu là ici sur de la macro. Je voulais vous le montrer ici en début de vidéo, mais j'ai oublié. Ici, c'est une charte qui nous a été partagée par Invest Answers, qui est un channel YouTube américain. Et en gros, vous avez dans l'idée, c'est le GDP, donc le PIB américain. Ici, c'est le consensus du marché, on va dire. C'est le consensus, c'est ce qui est pricé plus ou moins par le marché, et là vous comprendrez que c'est ce qu'on a eu réellement en mars, etc. C'est-à-dire qu'on part vers des niveaux sur l'année, c'est-à-dire sur le premier trimestre on était déjà en négatif, donc on était en récession. On va attendre là les chiffres vraiment en juin qui vont nous être donnés pour le deuxième trimestre, mais les estimations de la Banque fédérale d'Atlanta sont réellement en train de diminuer, et là on est en train de pricer finalement une croissance de 0,3%. On est revenu au pourcent dernièrement, et puis là on est en train de descendre ici. Donc vous voyez les estimations ici au fur et à mesure du mois de mai, les estimations de la banque centrale, enfin de la banque fédérale d'Atlanta, qui sont petit à petit en train de partir à la cave. Voilà. Ici, c'est pareil, c'est par rapport toujours à l'économie américaine. Comprenez bien que ça représente 50% de la valeur du total des marchés actions, donc du coup, c'est pour ça que j'en parle beaucoup. Ici, c'est les inventaires. Qu'est-ce que c'est que les inventories? C'est tout simplement ce qui reste sur l'étagère et qui n'a pas été vendu. En l'occurrence, ici, on a beaucoup d'analystes qui regardent cette courbe partir en flèche. Alors, ça paraît pas énorme, là, comme ça, de passer de 2 trillions à 2,332 trillions, mais plus 10% d'invendus sur une étagère, finalement, ça fait très mal à tout ce qui est retailers, donc à tout ce qui est les marchands au détail. Et donc, du coup, ici, il faut comprendre que ça c'est relativement du jamais vu, en fait, depuis vraiment un certain temps. Tout simplement, tout le monde s'est jeté sur les commandes au moment où on a manqué. Et là, aujourd'hui, finalement, la demande ralentit. Et on se retrouve avec tout ça qui est sur l'étagère, qui est en train de devenir obsolète, etc. Tout ça va bien entendu faire une pression sur l'inflation, puisqu'on va être obligé de discounter tous ces invendus, ces 10% d'invendus, on va dire. Et du coup, ça va forcément, à un moment donné, faire une pression plutôt baissière sur les prix. C'est un mécanisme tout à fait naturel, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a trop de demandes, vous manquez trop, vous commandez trop, et donc du coup, l'offre est supérieure à la demande, donc vous êtes obligé de discounter, puisque le matériel est devenu obsolète, ou le matériel est devenu, tout ça n'est pas bien entendu que de la bouffe, voilà. Ici, très intéressante chart, on est à 21 minutes, mais bon, je vais quand même vous sortir toutes ces charts parce que je les trouve super intéressantes. Ici, chart très intéressante où on regarde ici le mois depuis le 1er avril, quels ont été les gains ou pertes qui ont été faits sur les heures où on a tradé les heures US, donc globalement on va dire de 15h à 22h chez nous, les heures Europe, donc les 8h, 17h chez nous, et les heures d'Asie. Alors il faut pas le comprendre comme les Asiatiques sont comme ça, etc. Moi, personnellement, je trade par exemple beaucoup la nuit, donc ça m'arrive de vraiment trader sur les heures asiatiques, etc. Donc il faut pas le comprendre comme ça. Par contre, les institutionnels, eux, sont debout à ces heures-là, donc il faut ici quand même comprendre qu'il y a un petit peu de ça. Vous voyez qu'en Europe, on est plutôt stable. Sur les heures européennes, on est plutôt sur des heures de stabilité. Vous voyez que sur les heures américaines, on est vraiment à la baisse, et ça nous ramène à cette corrélation ici avec le Nasdaq et le S&P 500. Donc du coup ici vraiment on est en corrélation avec le marché le marché américain, et sur les sessions asiatiques on est plutôt stable également, encore qu'on est plutôt ici autour de moins 17%, donc il y a eu quand même de la pression baissière. Donc plutôt haussier en Europe, haussier stable, plutôt baissier légèrement en Asie, et extrêmement baissier aux États-Unis. Il faut comprendre ici aussi que moi j'ai trouvé qu'il y avait eu beaucoup de mouvements la nuit dernièrement, notamment sur la dernière semaine là qui s'est passée. Donc beaucoup de mouvements sur les marchés asiatiques. Voilà, à voir si ce sont les marchés qui sont peut-être les plus market makés, encore plus market makés que les nôtres. Voilà, donc je pense avoir fait le tour ici des charts. J'espère qu'il y avait des choses qui vous ont intéressé. Qu'est-ce qu'on pourrait faire à partir de là? Peut-être non, on va pas aller faire un tour sur Glassnode. On va vite fait regarder nos amis les baleines. Est-ce qu'il y a eu du rachat ici? Et là on est le 8. Oui, aujourd'hui 300 BTC qui ont été remis dans la besace de notre ami de la baleine numéro 3. On va aller regarder aussi la page 2 des 100 premières baleines, puisque moi vous le savez, il y a une
une baleine qui m'intéresse pas mal, qui est ici peut-être en train de recharger. Alors on va voir, là 8873, on avait 19 adresses, je me rappelle, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ouais, on a une très légère recharge de cette baleine-là. Très très légère recharge vraiment. Donc non, à la marge vraiment. Voilà, et je pense qu'on a fait le tour ici. La dernière fois, on s'était intéressé à l'offre des 1%. Qu'est-ce que font les 1% les plus riches? C'était une vidéo qui était relativement intéressante, enfin, pas dénuée de sens sur qu'est-ce que font tout simplement les très gros. En tout cas, pour moi, si je devais revenir ici sur le prix, voilà, et regarder un petit peu, par exemple, le momentum que j'ai pas regardé dans cette vidéo. Donc là, on est en daily sur Bitcoin. On n'a pas cassé cette ligne de RSI, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est-à-dire qu'on aurait plutôt tendance à se diriger ici vers l'overbought. Ici, si on continue, donc vous voyez qu'on avait fait ce croisement bullish ici, là, la ligne de signal qui croise, et ici, momentum dans les mains des bulls. J'aimerais bien qu'on reparte et qu'on refasse un nouveau plus haut par rapport à ce point-là. Ça, ce serait vraiment plutôt une bonne chose. Sous le prix, est-ce qu'on a ici des divergences notables, on va dire? On a le prix qui est à l'augmentation, le RSI aussi, donc non, rien de bien énorme. Si peut-être non, mais là, le RSI, j'ai l'impression qu'il n'est pas... Ah, il est en train d'augmenter légèrement, alors que le prix diminue. Donc on a une légère divergence baissière ici, baissière cachée. Et surtout, moi, ce que je regarde pas mal depuis ces derniers jours, c'est cette décorrélation temporaire du Nasdaq. Décorrélation. Depuis le 26 mai en daily, vous voyez qu'avant on était quasiment à bloc dans la corrélation, on est quasiment à un niveau de 1 et là on est tombé à 0, pas du tout corrélé, donc c'est un moment où le Nasdaq en fait montait et où Bitcoin latéralisait, et puis ici maintenant on est à un ratio de 0,35 de corrélation, ce qui est relativement faible, alors que depuis mars on a fait quasiment mars, avril et mai, une partie du mois de mai totalement corrélé, totalement 100% corrélé au Nasdaq. Ici en 4 heures c'est encore plus obvious, c'est-à-dire que là, on a même fait 2 gros moments où on était inversement corrélés, c'est-à-dire que Bitcoin descendait et Nasdaq montait. Et ça, moi, ça me plaît. Ça me plaît vraiment de voir ces choses-là. Ça veut dire que ici, quelque part, le marché américain met Bitcoin dans une autre case que celle de simple action technologique et que potentiellement Bitcoin pourrait commencer à offrir des opportunités de diversification. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne sais pas du tout ce que je vais lui donner comme titre parce qu'il y en a dans tous les sens, mais c'est comme ça. Et puis, je vous remercie de me suivre au jour le jour. Les temps sont difficiles, mais finalement, c'est vraiment dans ces moments-là que vous pouvez vous construire un joli portefeuille bien sympa et puis avoir une vraie clairvoyance sur le marché. Je sais plus où je lisais la dernière fois, c'était probablement dans un article, mais en gros, les bull runs, c'est l'entraînement et le Super Bowl, c'est le bear market. Donc le Super Bowl, c'est le bear market, c'est en ce moment que vous devez faire votre Super Bowl et pas forcément au contraire vous désintéresser des marchés. Je sais que si vous êtes à la fin de cette vidéo de 27 minutes, c'est que vous êtes probablement dans le bon train à ce niveau-là. N'hésitez pas à vous abonner, nous rejoindre sur le Discord si jamais vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Le commentaire à la con du jour sera est-ce que vous savez dessiner, ou alors est-ce que quand vous dessinez un visage on dirait une pizza avec des anchois dessus, ce qui est personnellement mon cas et je suis vraiment une brêle en dessin. Ma femme est super forte, elle fait des peintures et tout ça machin. Moi même mon fils de 5 ans me jette des cailloux quand j'essaye de dessiner quelque chose, donc c'est relativement rigolo. Voilà, c'est tout pour moi. N'oubliez pas, potentiellement target, rebond peut-être au 34, rebond attendu et qui serait vraiment normal. Il serait vraiment relativement normal d'aller jouer avec les 39-40 pour moi. Voilà, on a un price delivery ici, on a troué ce niveau de prix très rapidement, même si on avait vraiment fait du business dans cette zone-là. Mais il est vraiment possible qu'on s'oriente ici vers
vers un rebond technique. Si on veut vraiment flipper le sentiment, c'est-à-dire orienter le sentiment totalement baissier, et ben à ce moment-là, on fera l'inverse, c'est-à-dire qu'on ira tout simplement casser le sentiment. Pour l'instant, on est plutôt dans cette sorte de machine à laver qui fatigue les longueurs pour moi. Donc du coup, c'est plutôt ce scénario-là que j'aurais tendance à privilégier, c'est-à-dire quelque chose de très long dans le temps, qui fatigue un petit peu tout le monde. Peut-être un dernier spring, et puis voilà. Mais personnellement, je dirais qu'on est plutôt sur une config là, ici, et c'est quelque chose qui pourrait vraiment bien faire flipper le sentiment aussi à l'envers, de rebond technique, et ensuite on redescend et on fait un nouveau plus bas. Pour moi, c'est ça qui pourrait totalement, annihiler toute volonté de venir longuer Bitcoin en levier jusqu'à 100 000 $, ce qui semble être un petit peu le problème aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui rentrent là-dessus. Allez, je me tais. Merci à tous. On se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le Bitcoin, et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci de m'avoir suivi. Salut, bonsoir.